Bienvenue dans ce reportage consacré à Japex 2013. On va maintenant parler du samedi, une journée chaude en émotion, mais chaude en chaleur aussi, parce qu'il faisait super chaud et parce qu'il y avait du monde et parce qu'il y avait des choses à voir. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite avec le sommaire. Samedi 6 juillet 2013, troisième journée. Julien s'intéresse à la BD franco-belge, tandis que l'équipe de Rêves écrits se concentre sur la littérature fantastique. On termine de jeter un œil aux activités jeux vidéo et Suzuka dans Tokyo Café va tenter un record de vitesse. Bien sûr, le moment phare de la journée, c'est la finale de l'European Cosplay Gathering qui a attiré plus de 15 000 spectateurs. On croise aussi la route des Ninjaman Japan et de Meiwa Denki qui nous présente ses derniers produits. Enfin, on vous fait pénétrer l'un des stands les plus populaires de cette édition, le Manoir de Paris. Frisson garanti. Alors je vais tout de suite vous parler de J-Music grâce à mon savoir ancestral que j'ai et que je partage. Boum, je viens d'apparaître. Pourquoi? Parce qu'on va voir les Ninjaman Japan et ce sont des ninjas complètement fous sur la scène. Ils nous protègent des ennemis, vous allez voir. Elle a pris des trucs. この会場は俺たちブラックサタンデビルス団が支配した。 Il nous avait prévenus. Le JE Lifehouse s'est fait attaquer par des guerriers au look plutôt douteux. Mais heureusement, les Ninjaman Japan étaient là pour nous sauver. Et tels des héros de Tokusatsu, ils surgissent sur scène prêts à en découdre avec l'ennemi. Leur mise en scène était d'ailleurs plutôt réussie. Les quelques combats acrobatiques sur le thème de Ninjaman Japan étaient également très sympathiques. Le seul défaut, c'est que malgré la prouesse des gens sur la scène, les techniciens, eux, n'ont pas réussi à suivre. Que ce soit lors de leur performance du vendredi ou du samedi, ils n'ont pas réussi à rallumer le micro à temps et Salino s'est retrouvé à chanter son premier refrain sans voix. Ninjaman Japan です。日本から来ました。ボーカルのサリノです。ギターのリダです。ギターの大志です。ドラムのデュイです。ベースのメタルです。 En tout cas, c'est original. On se demande bien lequel a eu l'idée de créer un tel groupe. 4年前ですか。4年前、話している中で、日本人のスピリッツである忍者を掲げて頑張ろうという感じでございます。 Allez, je sens bien que vous êtes curieux de savoir qui sont les grands maîtres à penser de Ninjaman Japan. Enfin, à part Naruto et Sasuke bien sûr. 80s の J-POP だったりハードロックヘビーメタルあとはファンクとかフュージョンも結構好きだったりしましたね。はい。はい、僕は影響は全ての音楽から影響を受けてると思うんですけど、特に強いのがハードロック、ヘビーメタル、やっぱりそういう音楽が多いですね。僕はもともと自分ボーカルなので歌をずっと聴いて育ってきたっていうのもあって、日本の古き良きメロディーといいますか、日本独特なメロディー使いが好きだったので、日本でいうところのルナシーだとかソフィアだとか、あとはエルレガーデンだとか、そういうギターロックでもメロディーが綺麗な音楽っていうのをずっと聴いてきましたね。一番好きなアーティストは x ジャパンさんで、そこから影響を受けてドラムを始めたんで、この忍者の曲もぴったり合ってるよ。僕が大好きなハードロックとなってますので。そんな感じです。はい、僕もハードロックヘビーメタルが大好きなんで、ベースはハードロックヘビーメタルなんですけど、僕たちがやってることっていうのは音楽性で言うとそういう感じなんですけど、総合エンターテインメントとしていろんなものからいろんな要素をもらっていると思います。僕がもう入った時にはもう決まってて、すごい嬉しくて、僕も x ジャパンさんと同じステージに立てるっていうことですごい興奮したんですけど、昨日今日とライブやってみて、もっとやりたいというか、もっと叩きたい、ヘロヘロだったんですけど、そう思いました。Le reste s'est déroulé comme un concert plutôt normal, mais ne vous y fiez pas trop, leurs ennemis étaient bien cachés. Ils reviennent en interrompant la présentation des membres du groupe, et c'est reparti pour quelques minutes de fight.
そうですね、単純に言葉もね曲も知らない人もたくさんいたとは思うんですけど、とにかく僕らがこう投げかけたことに対して一緒に思いっきり楽しもうフォンフォンって言ってくれるのがすごい嬉しかったですね。だからあんまり日本にはないなって感じます、そういうところ。ノーライフをご覧の皆さん、こんにちは、忍者マンジャパンです。僕たちは、今回ですね、ジャパンエキスポ14に出演させてもらったんですけれども、このねフランスすごいね気持ちいいライブをさせてもらったので、また次回ですね必ずフランスに来れるように頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。忍者マンジャパンでした。バイバイ。Il est maintenant l'heure de parler de cosplay dans cette édition 2K13 de Japex. Et là, je me trouve en compagnie d'une jolie cosplayeuse qui va nous dire très rapidement ce qu'elle a vu de sympa en termes de cosplay. Il y a un peu de tout, c'est justement l'intérêt, c'est d'avoir un mélange de tout genre, manga, film, vraiment toutes les passions sont réunies. Et c'est ça, il n'y a pas de jugement, voilà, c'est génial. Et voilà, tout est représenté, que ce soit série télé, manga, SF. D'accord, et là donc t'es cosplayé, vas-y, dis-nous en quoi? Donc moi je suis Pandora de Senseiya. Voilà, sœur d'Hadès. Ah bah voilà. Ah bah. Plutôt côté manga. Bah du coup t'es pas ma enfin elle est méchante, c'est une méchante. Ouais, j'aime les méchantes. Ouais. Bon, on va regarder des images tout de suite. Merci Médoc. 3e jour de Japan Expo et le milieu du cosplay est en effervescence aujourd'hui. Et pour cause, c'est aujourd'hui qu'a lieu un événement très attendu par la communauté. Mais d'abord, retrouvons Juliette qui va vous présenter un type de stand devant lequel vous êtes forcément déjà passé. Hello, alors là on est à Japan Expo, on est samedi et je voulais vous présenter une autre activité qui concerne le cosplay aussi. Donc c'est les stands photos. Aujourd'hui on est sur le stand Shoot and Pictures. Alors l'association Shoot and Pictures est une association afin d'apporter une qualité de photo autre que le shoot simple d'aller traditionnel. Par contre cette année la nouveauté c'est la taille, parce que comme vous pouvez le voir on a 3 studios. On est une équipe de 7, ce qui nous permet de faire vraiment beaucoup de costumes, des groupes, donc c'est gratuit, ce n'est pas payant, on ne vend pas les photos, c'est pour les cosplayers. On a contacté une liste assez exhaustive de cosplayers participant au concours principalement et d'autres cosplayers sont invités à venir, ils nous posent des questions, on les place dans le planning. Alors un autre stand photo, cette fois-ci on est sur le stand de l'association Kawaii Attitude que vous connaissez peut-être un petit peu si vous avez déjà regardé notre émission. Nous sommes une association de photos où on propose aux cosplayers de pouvoir faire des séances photos en convention et hors convention. Nous cette année on a fait un petit plus, c'est qu'on a intégré des décors en plus du fond qu'on a l'habitude de voir. Et on a un concours photo qu'on organise sur Japan Expo, donc les gens vont prendre en photo, ils choisissent une photo et on l'expose et le public choisit la photo et donc ils ont des prix après à gagner. Et voilà pour le stand Kawaii Attitude. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que des stands photo aujourd'hui, on est samedi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autre? Il y a la finale du LECG. Évidemment, on y va tout de suite. Vous l'aurez compris, l'événement du jour, c'est la finale de la saison 3 de l'ECG. Le spectacle avait déjà remporté un franc succès l'année précédente, mais cette fois, on a clairement ressenti une grosse attente au niveau du public. En effet, il fallait s'être installé longtemps à l'avance pour obtenir une bonne place. Le problème, c'est que finalement, certains ne pouvaient plus entrer du tout, car la salle a affiché complet, comme annoncé par Benjamin en introduction et sous les vivas de la salle. 15,000 people here in this hall. Mais alors, cette fois encore, le spectacle a-t-il été au rendez-vous ? Annoncé l'an dernier sur cette même scène, la Pologne participait pour la première fois, portant à 11 pays la communauté de l'ECG. Conséquence directe, ce sont donc 22 passages alternant les groupes et les solos qui se sont enchaînés sur la scène. Nous avons choisi de vous les présenter non pas par ordre de passage, mais par pays.
On commence notre tour d'horizon avec la Belgique, dont les sélectionnés étaient clairement fans de MMORPG. En effet, nous avons eu droit à un personnage de Guild Wars pour le solo, avec un surprenant costume dont l'effet végétal était très bien restitué. Le groupe, quant à lui, était composé de 2 anciennes finalistes CG, qui nous ont enchantés avec leur costume de Lineage 2, aux détails très soignés. Après une introduction en vidéo, leur prestation fut assez poétique et très bien interprétée. Mention spéciale pour leur utilisation de l'ensemble de la scène. On enchaîne avec le Danemark et sa candidate solo qui avait choisi le manga Cantarella. Grâce à un habile jeu de décor notamment, elle a réalisé un résumé de l'histoire de son personnage principal, César Borgia. Le tout avec un jeu d'acteurs des plus convaincants. Le groupe danois a choisi d'incarner 2 personnages d'une série plutôt récente, Once Upon a Time. On saluera leur roleplay vraiment très convaincant et leur sens de la mise en scène, assorti d'un excellent travail de détail sur les costumes. La France était très attendue cette année encore. C'est en effet notre pays qui est tenant du titre en catégorie groupe. Le public était là pour soutenir à fond nos représentants et s'emballait dès qu'ils étaient annoncés. La participante solo nous a offert une prestation très rock autour de Tyra, personnage de Soul Calibur, quelque peu instable et à l'arme plutôt imposante. Mais c'est surtout le duo français qui a déchaîné les passions avec leur costume complexe tiré de Monster Hunter 4. Ils se sont imposés 2 difficultés techniques majeures, le travail d'armure et la réalisation d'une mascotte. Mais en plus de cela, ils ont ajouté un bon nombre d'accessoires tous fonctionnels et permettant une utilisation complète et dynamique de la scène. On peut leur adresser un grand bravo pour cette performance qui a fait l'unanimité. Autour de l'Allemagne maintenant, dont la participante solo a choisi de joliment mettre en scène le personnage d'un classique du manga, la princesse Emeraude de Tsubasa Reservoir Chronicle, série de Clamp. Le groupe allemand, composé de 3 personnes, a opté pour 3 caractères emblématiques de Code Geass, Lelouch, Euphemia et Suzaku. On les félicite pour avoir réussi à aller au bout de leurs prestations, malgré un petit problème de masque qui ne leur a pas permis d'effectuer un passage sur scène très serein. Du côté de l'Italie, bonne surprise avec cette représentante solo qui a jeté son dévolu sur une série extrêmement populaire en Italie, mais faisant référence à notre histoire, Lady Oscar. Cette participante a pris la peine de réaliser 2 costumes différents, tous 2 truffés de broderie, passant sans difficulté de l'un à l'autre sur scène. On salue le clin d'œil qu'elle a pu nous faire en utilisant pour sa bande-son les voix françaises, et en conclusion le générique de Marie Dauphin, ce qui a ravi le public. Le trio d'Italiennes nous en a également mis plein la vue, avec des tenues minutieusement brodées de paillettes et séquins, tirées de Alice Madness Returns. Petite astuce pour ce groupe, 2 personnes incarnaient le même personnage dans des tenues différentes, ce qui a permis une mise en scène intéressante et vraiment surprenante sur la fin. Gros contraste chez les Pays-Bas, puisque le représentant néerlandais a présenté un costume assez imposant de War Machine, le tout sur une prestation comique, chose plutôt rare dans ce genre de concours et qu'on ne rechignerait pas à voir plus souvent. Le duo, au contraire, a préféré effectuer une prestation sensuelle et envoûtante, avec des costumes tirés de Guild Wars 2. On remarquera le maquillage d'une grande finesse, ainsi que le travail très soigné sur les coiffes notamment. On continue avec la Pologne, dont c'était, on vous rappelle, la première participation cette année. Les sélectionnés n'ont pas démérité et ont tous décidé de donner dans l'armure. Et on peut dire qu'ils ont fait honneur à leur pays. La représentante solo a fait forte impression, avec son armure tirée de Zangeki no Reginlef. On saluera aussi son décor dynamique, du plus bel effet. Le groupe a choisi quant à lui un trio de personnages emblématiques tirés d'une série très connue mais peu cosplayée, Berserk. Encore une fois, un travail d'une grande finesse sur les armures. Malgré une prestation manquant de fluidité, la faute à une épée massive mal équilibrée. Mais on n'est pas prêt d'oublier un moment particulier de leur prestation, un empalage très réaliste. Retour vers du classique avec la participante solo portugaise, qui a présenté un classique de Clamp avec Sakura de Tsubasa Reservoir Chronicle. Classique peut-être, mais réussi, avec notamment une quantité de clochettes impressionnante sur le costume. Peut-être le participant masculin du duo vous dira-t-il quelque chose, puisqu'il avait remporté la toute première édition de l'ECG en groupe, avec du Tsubasa Reservoir Chronicle justement. Cette fois-ci, avec une nouvelle partenaire, ils ont proposé du Ion. Et si on a apprécié la qualité des costumes, on est resté plus perplexe sur la performance scénique très ou trop épurée. La candidate solo de l'Espagne avec une Carmilla de Atlantica Online avait elle aussi opté pour de la simplicité. Mais le choix de sa bande-son très épique ne collait pas vraiment avec son instrument géant, une guitare. Dommage. Les membres du groupe ont quant à eux essayé de donner vie au couple Réponse et Flynn Rider. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont brillamment réussi leur pari, avec une interprétation parfaite des personnages et une très sympathique mise en scène sur une musique dynamique et joyeuse. Un bon résumé du film et en 2 minutes chrono, s'il vous plaît. Petit tour du côté de nos voisins suisses, avec une sélection 100% jeu de combat. Le représentant solo, qui incarnait un personnage de Samurai Warriors 3, a littéralement épaté la galerie avec sa maîtrise des arts martiaux et son énergie communicative. Les membres du duo ont eux opté pour du Soul Calibur 4,
et ont également fait montre d'une bonne maîtrise des mouvements, avec une petite touche visuelle ajoutée dans un total respect des personnages. On termine avec nos voisins d'outre-Manche, dont le représentant solo nous a offert une interprétation très vivante d'un personnage du jeu Legacy of Kain. On soulignera au passage le travail réalisé sur la musculature du personnage. Si les participants ont souvent tendance à s'orienter vers de l'animé et du jeu vidéo, ce ne fut pas le cas du groupe britannique, qui a préféré mettre en scène des personnages du Seigneur des Anneaux. Ce fut un franc succès, et ce choix rappelle que le CG ouvre le concours à toutes les catégories de cosplay. Est-ce une des clés de son succès ? En tous les cas, on a assisté à un vrai show, avec effets de lumière, présentation vidéo, et un présentateur ne cessant de relancer et d'interagir avec le public. Public dont certaines communautés ont même mis une ambiance jamais vue dans un concours. Spécial dédicace aux Belges et aux cloches suisses. Même si tout ne fut pas parfait. Mais si l'on compare avec tout ce que l'on a vu jusque-là en matière de show cosplay, aucun doute à avoir, cette QV 2013 fait partie du top niveau. La salle fut beaucoup moins remplie lors de l'annonce des résultats, mais la tension n'en était pas moins palpable. Alors, qui l'a emporté cette année ? Côté solo, quelle première pour la Pologne, qui en une participation remporte le titre suprême. Well, actually, my presentation was quite complicated because I worked on the moves with the swords and shield and spear. So I'm actually glad it worked out and I haven't killed myself in this armor. I think the part I'm most proud of is like all gemstones and jewelry I resin casted. It was all handmade and each piece was individually made. So it was a lot of hard work. It was about 3 months of hard work. I haven't slept like last week, so honestly I still can't believe it because there are so many costumes on this stage. The stage is huge, people are great, so it's a great honor and I'm so happy and thankful for everyone. Thank you so much. Et enfin, côté groupe, la France a-t-elle conservé la couronne ? La réponse est oui, et sans contestation possible. D'habitude, à l'ECG, on a tout le temps des prestas sérieuses, donc on a voulu prendre vraiment la chose en décalé. Comme Jérôme est assez petit, on s'est dit tiens, t'as qu'à faire une petite mascotte. Super dur parce que déjà il faut courir accroupi en fait. Donc déjà rester accroupi pendant 2 minutes 30 comme ça, c'est pas évident. Enfin, monter l'escalier, courir avec. Mais alors quand on a la tête du féline qui est recouverte de fourrure en place d'azote, c'est pas vraiment pas évident, c'est l'enfer en dehors. Il y a vraiment une différence de taille entre les félines et les humains en fait dans le jeu quoi. Donc on voulait vraiment qu'il ait l'air le plus mignon possible. Alors je me suis dit pourquoi pas le faire accroupi. D'habitude le CG tout le monde utilise le petit T et tout. Je me suis dit faudrait peut-être l'utiliser de façon originale. Donc on s'est dit on n'a qu'à faire de la scène un bateau. Rien que ça. Il y avait tellement de choses vraiment impressionnantes, vraiment qui sortaient du lot que nous on était là remise des prix. Ouais. On s'est foiré. Donc on a regardé comme ça, on soutenait beaucoup de nos amis. Quand ils ont dit France, on fait non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'était juste pas possible et j'ai toujours pas réalisé. Et voilà, ainsi s'achève notre samedi côté cosplay à Japan Expo. On espère que vous avez apprécié les images et on vous donne rendez-vous demain pour la suite. On passe maintenant à la partie jeux vidéo de cette édition 2K13 de Japex. Et pour le coup, c'est moi qui suis parti me mouiller mon t-shirt Platicune pour vous choper des ITV et tout le reste. Japan Expo 2013, c'est aussi du jeu vidéo, avec quelques démonstrations et de nombreuses bornes jouables. On est sur le stand Square Enix au Convention Center. On peut voir derrière moi, donc il faut que j'arrête, on n'est plus à Los Angeles. On est à Japan Expo, c'est Square Enix. Ils sont là pour présenter les remakes HD d'FF10, 10.2. Ils sont là aussi pour présenter KH 1.5 HD Remix. Et il y a une petite démo jouable de Lightning Returns, donc c'est cool, on va voir ça. Le stand Square Enix proposait en effet de passer quelques minutes sur ses titres à venir, à commencer par le Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, qui, rappelons-le, regroupe les versions de KH Final Mix, de Chain of Memories, ainsi que toutes les cinématiques de 358 Over 2 Days. Le jeu se pointe également avec de nouvelles cutscenes, des trophées bien évidemment, mais aussi de nouveaux ennemis. Une bonne initiative prévue pour septembre donc, qui peut éventuellement permettre à certains de découvrir la série et à ceux qui possèdent déjà KH1 de se faire plaisir sur la version Final Mix qui n'était jusqu'alors jamais sortie du Japon.
A noter qu'Hashimoto Shinji, le producteur de Smash, était également présent sur le salon, tout comme quelques autres pointures de Square Enix pour y présenter son jeu. Et même Nomura Sensei a daigné se montrer en public, ce qui n'est pas vraiment dans ses habitudes. On reste dans la HD avec les remakes de FF10 et 10-2 qui étaient également présents et laissaient les joueurs revivre le début de l'aventure l'espace de quelques minutes. L'occasion de revoir cette magnifique scène d'intro à Zanarkand et de constater l'upgrade visuel plutôt réussi. En revanche, ces versions ne proposeront pas de contenu en plus, mais compte tenu de la puissance générale de FF10 et du système de combat très agréable de FF10-2, on apprécie très clairement le geste. Enfin, Lightning Returns, le troisième volet appartenant à l'univers de FF13, se laissait jouer sur le stand et bénéficiait de retours plutôt positifs. Tu crois que c'est un bon choix d'avoir fait revenir Lightning parce que dans le deuxième, c'était pas le cas? Dans le deuxième, elle était dans toutes les bandes annonces et finalement, on la voit 5 minutes dans le jeu, j'avoue que j'ai été pas mal déçu. Et seulement dans un DLC à 15 € qu'on pouvait l'avoir comme familier, c'était un peu un foutage de gueule, on va dire. Ouais, donc là, personnage principal Lightning, en plus, dès qu'on change de style de combat et change de tenue, je pense que les fans vont beaucoup aimer. Surtout qu'il y en a certaines très affriolantes, on va pas se mentir. Donc ouais, non, ça a l'air pour l'instant de ce que j'en ai vu en plus. Il y a des nouveaux monstres et on n'en a pas souvent dans Final Fantasy quand même. Donc c'est bien, pour l'instant ça promet du lourd. Lightning Returns devrait sortir en février prochain sur les consoles HD actuelles et marquera la fin d'une trilogie qui pour le moment n'a pas encore fait l'unanimité. On vous reparlera de toute manière de ce jeu et de bien d'autres encore à l'occasion d'un XP à venir. Cette édition de Japex, c'était également des invités de choix, comme Arino Shinya, le présentateur de l'émission de Retro Gaming Game Center CX, qui s'est fendu d'une petite présentation sur scène. Si vous ne connaissez pas l'émission, on peut décrire ça comme une sorte de chez Marcus, sauf que c'est pas tourné chez Marcus. C'est tourné dans les locaux de Fuji TV, et le gars là, Shinya, non seulement il ne choisit pas ses jeux, mais en plus, il n'y joue pas que 20 minutes au jeu, il y joue des heures, voire des jours. Tout ça sur le jeu que la prod lui a imposé. On le force à le faire, même quand il commence à chialer tellement les yeux lui piquent. C'est la règle. Bref, un programme fun, avec une petite dose de sadisme comme les Japonais savent le faire. Une émission tellement culte qu'une série de jeux sur DS lui a été consacrée. Son passage à Japan Expo consistait à jouer sur scène à Super Mario Kart en 150 cm3 pour tenter de décrocher la première place. Après quelques essais ratés, il a finalement fait monter quelques spectateurs pour l'affronter, quand je vous disais que c'était le Marcus japonais. Le stand Namco Bandai, quant à lui, faisait office de véritable attraction, mettant principalement en avant le prochain One Piece Pirate Warriors. Prévu exclusivement sur PS3 à la fin de cet été, ce Pirate Warriors devrait reprendre à peu de choses près la même formule que l'épisode précédent, à savoir du beat'em all façon Dynasty Warriors ou Musou, pour ceux qui aiment les termes authentiques, le tout dans la peau de Luffy et de son équipage. Devant le succès juste hallucinant de la série d'Oda et Ichiro, on est plutôt content qu'Omega Force, le développeur, ne choisisse pas forcément la facilité et propose un jeu qui se tient plutôt bien avec des mouvements et des attaques vraiment fidèles à l'animé. En plus de l'équipage des pirates au chapeau de paille, les joueurs pourront se faire plaisir en incarnant d'autres personnages bien connus des services, comme Enelu, Aokiji ou encore Crocodile. Là encore, comptez sur nous pour vous en parler dès la rentrée dans un 101%. Le dernier Naruto en date était également présent sur le stand et permettait aux visiteurs de s'affronter sur un des meilleurs jeux de la série. Pour savoir ce qu'il vaut, on vous invite évidemment à jeter un œil à la critique faite dans le cadre d'un précédent 101%. Disponible depuis peu et exclusif à la PS3, Tekken Revolution se laissait lui aussi jouer sur le stand Namco Bandai. Pour rappel, c'est avec cet épisode que la série se lance dans le free-to-play. À l'instar d'un DOA5 Ultimate donc, le jeu vous propose d'acquérir de nouveaux persos en échange de quelques euros, en sachant que le roster de base contient déjà 8 personnages. Également nouveau, ce système qui permet d'améliorer ces personnages en leur ajoutant de la force ou de l'endurance par exemple. Dans la mesure où ce principe de passer des jeux de baston en free-to-play est assez récent, on est curieux de voir comment cela va évoluer avec le temps. Les visiteurs pouvaient également passer du temps sur le prochain Pac-Man. Cette version plus de l'excellente Championship Edition sortie en 2010 donne accès à de nouvelles récompenses, mais aussi de nouveaux niveaux suffisamment intéressants pour nous accrocher encore un peu. Le jeu étant prévu pour les States à la rentrée prochaine, on imagine qu'il ne tardera pas à sortir chez nous. Le RPG était également représenté sur le stand à travers les Project Cross Zone et autres Tales of Xillia, avec d'ailleurs un Babasan prompt à la dédicace et chapeautant ce concours de cosplay avec pour thème principal la série des Tales of. Mais pour le coup, je vais tranquillement me garder tout ce qui concerne le RPG pour le XP de la rentrée. Et on termine ce tour du stand Namco Bandai avec le Senseiya Brave Soldiers, un jeu de combat enfin potable issu de cette licence qui nous a fait vibrer. Le jeu devrait proposer des phases de beat'em all ou Musou, comme dans le précédent titre sur PS3, mais mettra un peu plus en avant le 1 contre 1, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les mécaniques de combat se rapprochent ici d'un Ninja Storm, avec du mouvement, du dynamisme et des attaques spéciales qui font plaisir.
Quoi qu'il en soit, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour suivre l'interview des développeurs de ce Senseiya, réalisée en même temps que celle sur le prochain DBZ d'ailleurs, histoire d'en savoir un peu plus sur ces jeux. Enfin, on a eu durant cette édition de JAPEX 2K13 du concert dans tous les sens, avec notamment le Neko Light Orchestra qui proposait de la musique et du quiz géant, bien évidemment basé sur les films, les séries et les jeux vidéo qu'on connaît et qu'on aime. Un moment de détente auquel a participé Christophe Herral, qui a composé entre autres les musiques de Rayman Legends, le tout équipé de son ukulélé. On est toujours dans Japan Expo 2013 avec Caro dans la J-Musique. Caro. Oui, Médoc. Alors là, je vais te parler de Meiwa Denki. Meiwa Denki, c'est un truc de fou parce qu'en fait, ils créent des instruments complètement. Tu peux même pas les imaginer dans ton cerveau, c'est fou. Ils ont par exemple créé un truc trop mignon. C'est une espèce de grosse note de musique qui s'appelle l'automaton et ça fait. Tu sais, en fait, tu bouges tes doigts sur la note. Enfin, regarde, ça va être mieux. Regarde. À mi-chemin entre le pop art et la musique, Meiwa Denki est un artiste au concept particulier. Il se présente comme une entreprise spécialisée dans les appareils électriques sonores. Il monte sur scène en bleu de travail, accompagné de ses assistants, comme s'ils étaient de simples employés d'un quelconque fabricant d'électroménager. De plus, ces concerts ne sont pas des concerts, mais des présentations de produits. Dit comme ça peut faire peur, mais restez, vous allez voir, c'est amusant. Il explique longuement le fonctionnement de ces instruments avant de commencer à jouer. Et là, la magie opère toujours. Chez Meiwa Denki, ils sont déjà rodés pour faire des concerts à l'étranger. Mais c'est la première fois qu'ils venaient se produire dans un événement comme Japan Expo, plutôt fréquenté par les otaku. Très proche de son public, il n'hésitait pas à serrer des mains et à distribuer des pamphlets à la fin de chaque performance. Il faut dire que ces instruments sont vraiment en vente dans le commerce. Le plus célèbre est l'automaton, une sorte de synthétiseur en forme de note de musique avec lequel Meiwa Denki a fait une reprise très spéciale de la chanson de Laputa. Alors Suzuka, dans JAPEX, il y a Jap. Qu'est-ce que tu nous as trouvé de japonais? Oh, j'en connais un qui va se taper des sous-titres.
いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。はい、ジャパンエクスポ2013年、どんどん本当に大きくなってきて、人も増えてきました。私今回チャレンジしたいことがあります。私今ノーライフスタンドにおります。果たして私この会場をですね回って何分後に戻ってこれるか、タイムラップにチャレンジしたいと思います。では早速いきます。ゴー。この辺はですね、まずはエディションのコーナーにいます。はい、右やら左やら DVD だったり漫画だったりが並んでますから、写真とか出てますね。プロフェッショナルじゃなくて同人の、なかなかねこうジャパンエクスポ歩きにくいですよ。ここは同人のコーナーのようです。ジャパンエクスポ広いぞ、私は全部回れるのか。もっとナルトくんがいるけれども、私はもうちょっとこっちに行こう。あっちのね奥に見えますのがコミコンと言いまして、あっちまで行くとはやめましょう。風さんはですね、大きいスタンドにエクホンが出てますね。はあ、なんてしてる場合はないので、さあどんどん行きます。おはようございます、よろしくお願いします。危ないぞ。これは日本のお弁当のグッズを売ってるショップですね。さあ行きますよ。筋肉マン出てます。フリーハグということでハグしたいと思います。さあドシルさん、今年もブースが出ております。可愛いですね。ピンク色の中が目立ってるのがピンク色なんですけども、さあ続けて、さあ隣をご覧ください。こちらはですね、手ぬぐいが出ています。手ぬぐいは日本のお土産としてもとっても人気ですね。なんかグッズが出てますよ。カッパカッパ。はい、原宿かわいいのブースがやってまいりました。キャリーパムパムちゃんがね、雑誌がありますね。豆飯パムパム、皆さんグッズはちゃんと手に入れましたでしょうか。つけまつげ。さあ時間がならできますよ。豆飯は本当に私の子供の頃から見ている人気のアニメキャラクターでございます。エヴァンゲリオンのブースが出ています。私も結構好きでしたよね。こう原画がこうなるんですね。ヘルメット可愛いんじゃないんですか。これであなたもエヴァの何ですかね、エヴァに登場してみないか。さあこれなんですかね。お菓子屋さんだ。お菓子ちょっと見ちゃおうか。見てください、ステージでは何かイベントやってますよ。じゃかじゃかじゃーん。続きます。この辺のブースはですね、日本を知ろうじゃないかというブースになってますね。日本はね大きいですからね、日本。さあ続けていきましょう。ヒコニャンのコーナーになってます。日本はねそれぞれの街にですね可愛いキャラクターがいます。折り紙アートすごいですね。折り紙じゃないわ、これ風呂敷ハンカチ折ってますね。日本の伝統的なものでございまして、これ神様ですね。さあなんかでもねこうやってね回ってみて、合気道やってます。移動のコーナーがあったり、もちろん日本の食べ物のブースも出てますよ。これちょっと怖くない？やだ広いな。ここは何でしょうね。写真が撮れるコーナーなんですかね。こうやってね、ほら見て見て見て、こんなセットが出てて、もう海賊気分で利用するのもいいんじゃないでしょうか。ジャパンエキスポ本当に広い。
Ce sont des robots shuriken. Il en voit 3 au même temps.新人若い方たちの作品が出ていますね。アクセサリーもきっとね手作りのものが多く出てるでしょうな。招き猫が招いております。夏菜ちゃんのでっかい写真が出ております。グラビアアイドル、日本にはこうアイドルって言って歌も歌わないで可愛い写真を撮って雑誌に水着を着て男性のこういう週刊雑誌少年ジャンプとかの表紙だったり中の写真のページを飾る。ジャカスマボこちらもね物販のコーナーになっております。今なんかここへ迷子になったら大変ですね。トトロの人形もあるぞ。本物じゃない。ほら隣のトトロになってますね。トトロじゃないぞ。さあ私もこういうね海賊グッズをね発見するのも私の楽しみなんですけれども、キャプテン翼これさ翼くんとチームのこれカバン可愛いんじゃないですかこれ。もねだんだんね足も痛くなってきちゃったよ。なんか貞子ちょっと貞子のとこ行きますよ。ビデオテープが落ちている。きっとそこから怖いもらっちゃったみんなもお気に入りのキャラクターに出会ったら一緒に記念写真をして楽しむのもジャパンエクスポの楽しみでございます。ノーライフ戻ってきました。マルキョスただいま疲れたよ。さあタイムラップは何分？20分50、20分ぐらいでとりあえず一周して帰ってくることができました。さあ汗かいちゃったんで T シャツ買って着替えたいと思います。ということでみんなもタイムラップを挑戦して私のタイムを超えてみないか。フブレコムブレ。Alors vous commencez à le savoir, JAPEX c'est plein de trucs et notamment de la littérature. Et là j'accueille une chaînette qui participe à Rêves écrits. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vu en termes de stands qui parlent de littérature, tout ça, très brièvement? En gros on a vu qu'il y avait des stands de livres et donc il y a Brajlon par exemple. Ouais. Et donc on a été voir. Et puis il y a aussi l'allée des artistes où il y a des auteurs qui dédicacent. Ça tue ça. Tu crois qu'on va avoir des images de ça? Bah oui sûrement. Il y a plein de choses à voir à Japan Expo en littérature, notamment on commence par l'allée des artistes. Donc Jean-Luc Marcastel va nous expliquer comment ils se sont retrouvés là. Comment je me suis retrouvé là en écrivant des livres? Non, je plaisante. Je suis invité par mon éditeur et par Paper Jancy derrière, donc pour être sur l'allée des artistes et pour dédicacer Louis Le Gallou, Alban, voilà.
ça fait 4 ans que je viens et ça marche très bien. D'ailleurs la preuve c'est que je reviens chaque année. Et tout d'abord chaque année on a des gens nouveaux qui découvrent le Galou ou Alban maintenant. Et on a nos fidèles qui ont découvert la série les autres années et qui reviennent soit pour acheter les autres volumes, soit pour découvrir Alban, la nouvelle série. Et là, donc, le deuxième sortait en exclusivité en plus pour la Japan Expo, puisqu'il n'est pas encore disponible, on veut dire en France. Voilà. Tant qu'on est là, on va aller voir Mathieu Guibé et Sina, l'illustratrice des carnets de Théo. Bonjour, alors comment ça se passe le salon? Ça se passe très bien, beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, beaucoup de cosplayers, très talentueux, ça fait plaisir à voir. Est-ce que No Life vous a aidé pour la vente de vos livres? J'ai vu beaucoup de visiteurs qui sont venus en me disant qu'ils avaient vu l'émission Rêves écrits et donc qui étaient intéressés. On a pu discuter et ouais, ça a pas mal aidé. Ça fait plaisir. Ok, merci. Alors on va repartir sur Sina, on va faire vite, on va essayer d'avoir un petit mot entre deux dédicaces. Comment ça se passe sur le salon aujourd'hui? Très très bien, donc le public est là, le public est au rendez-vous, donc je suis assez contente et assez surprise aussi. C'est surtout pour les carnets de Théo ou c'est aussi pour ton travail à côté? Alors c'est aussi pour mon travail à côté. Bon, c'est sûr que le carnet de Théo, c'est ce qui, on va dire, attire d'abord en premier. Alors j'ai certaines personnes qui m'ont connue même avant le carnet de Théo, du coup c'est plutôt flatteur. On retrouve par exemple des auteurs et des illustrateurs dans des endroits un peu bizarres, comme sur le stand de Lotus Noir. Et notamment quelqu'un qu'on connaît bien, Thibaut, qui a participé à l'illustration de Pentacle. Bonjour Thibaut. Bonjour, enchanté. Alors c'est quoi le travail un peu d'un illustrateur à Japan Expo? Alors un illustrateur, tout d'abord on est là surtout pour se montrer et pour essayer de montrer notre travail et ainsi se faire reconnaître et c'est ça le principal pour l'instant. Et alors comment vous êtes retrouvé sur ce stand de jeux de cartes en fait? En fait, j'ai rencontré il y a à peu près un an Kevin Lepage qui m'a proposé en fait ce projet d'illustrer en fait son roman qui s'appelle Les Passages. Et petit à petit, au fil des mois, on a enrichi notre roman avec plein d'illustrations. Et à partir de là, il m'a invité sur son stand et qui lui, en fait, il est invité parce qu'il altère des cartes Magic. Donc voilà, de fil en aiguille, on se retrouve là. Cette fois-ci, on est arrivé auprès des deux plus gros stands de littérature sur Japan. Donc tout d'abord, L'Homme sans nom. Et on est avec Dimitri, éditeur de L'Homme sans nom. Alors comment ça se passe? Très bien, très fatigant. Par contre, c'est le 4e jour, on est complètement épuisé. Je sors de conférence avec Alexis, avec notamment Era Salvatore, Bob Salvatore comme tout le monde l'appelle, autour de la littérature du jeu de rôle. Et c'est vrai que là, on est complètement fracassé, mais on voit plein de gens, plein de nos lecteurs, on rencontre plein de personnes formidables, donc c'est vraiment passionnant. Ça fait combien de temps que vous êtes là? C'est notre 3e édition depuis la création de la maison d'édition en fait, on ne pouvait pas être là avant. C'est surtout un événement de communication, on est surtout là pour rencontrer le public, rencontrer les lecteurs et faire parler de la maison d'édition et se faire connaître. Merci beaucoup. En parlant de rencontres, on va aller voir Alexis Flamand, donc, qui, comme nous l'a dit Dimitri, était sur la conférence avec Bob Salvatore. Bonjour Alexis. Bonjour. Sur le stand, comment ça se passe? Ça se passe très bien, on fait de très belles rencontres. Donc c'est vraiment un privilège d'être ici pour pouvoir échanger sur la fantasy, sur le jeu de rôle, jeu vidéo, voilà. Et il y a des personnes qui viennent nous voir d'année en année, d'autres qui viennent nous voir grâce au bouche à oreille, donc ça nous fait vraiment plaisir. Et avec les collègues? Chacun a ses spécificités, chacun a sa façon d'écrire, chacun a son univers, mais on s'entend, on a la joie de pouvoir tous s'entendre très bien. Et pas le seul là, allez pousse-toi un peu. Et on forme vraiment une grande famille. Alexis, Alors cette fois-ci, le dernier stand, le plus gros, Brajlon, à qui on doit notamment la venue de Salvatore à Japan. Donc on va en savoir un petit peu plus comment ça se passe ici à Japan pour vous. Ça s'est très bien passé. On a dès le premier jour constaté en fait que la fanbase de Salvatore elle était immense. Il était là dès le premier jour. Et l'auteur qui était venu pour la première fois en France, lui aussi a vu que ça fait 20 ans de carrière et qu'il avait 20 ans de fans derrière lui qui étaient venus. On avait des personnes allant de 15 à 40 ans, donc un super éventail de lecteurs qui étaient contents pour la première fois de voir ce géant de la littérature de fantasy. Donc une bonne expérience pour lui, pour vous et j'imagine pour la maison d'édition aussi, parce que ça a dû booster un peu.
Oui, c'était, ça fait un moment qu'on n'était pas venu à la Comic-Con. On s'est dit que c'était l'occasion puisqu'il y avait une grosse actualité avec Donjons et Dragons. C'est ce qui nous a incité à proposer Era Salvatore. Les organisateurs de la Comic-Con ont trouvé ça génial et on a pu constater qu'il y avait quelques fans parmi eux. Donc tout ça s'est passé comme sur des roulettes. Et la consécration, c'est de voir que également une fois sur place dans le festival, tout s'est très bien passé. Salvatore est super content de venir en Europe et plus particulièrement en France où il a pu voir que les lecteurs connaissaient ses bouquins aussi bien que les lecteurs américains. Il voit qu'il trempe dans un bain auquel il rencontre plein de nageurs qui sont comme lui dedans depuis un sacré bout de temps. Ok, merci beaucoup. C'est la fin. Vous avez vu qu'il y a plein de choses de littérature à Japan et à Comic-Con. Et maintenant, on retourne voir les geeks. Et on va parler donc des JD. Ce sont 4 petites gamines super mignonnes, adorables, qui ont un talent extraordinaire en danse et qui récemment se sont lancées dans la chanson. Cette année, Japan Expo accueillait de jeunes danseuses pleines de talent. Ce sont les JDs. Elles ont entre 12 et 13 ans et font déjà tout comme des grandes. Choisies par audition, ces 4 jeunes filles forment un groupe de danse. Mais récemment, elles ont gagné un concours avec le label Sony, ce qui leur a ouvert les portes vers un début en major. Du coup, elles se lancent aussi dans la chanson et c'est ce qu'elles ont présenté dans le J Lifehouse le samedi et le dimanche. Si la chanson Lovely Ringer a été annoncée comme étant leur premier titre officiel, les 2 autres titres qu'elles ont interprétés ensuite sont complètement inédits. Malgré la brièveté de leur showcase, 15 minutes à peine, les filles ont pris le temps de s'amuser avec la foule. Et quoi de mieux pour cela que de leur enseigner quelques mouvements simples pour danser tous ensemble sur les refrains. みんなで一緒に楽しみたいなと思ってます。そして次の曲には皆さんにも一緒にやってもらいたい振り付けがあります。アンドゥと君が大好き。ありがとうございます。アンドゥと君が大好き。それではこの調子で最後まで楽しみましょう。 Les JDs ont également chanté et dansé sur la scène principale, mais sur la scène Japan Expo, le dimanche, c'est une prestation de danse uniquement qu'elles ont effectuée et c'était d'un sacré niveau, ça ne rigolait pas, croyez-moi. Bref, quand on voit de quoi elles sont capables, on se dit qu'elles vont aller loin. Et on espère qu'à ce moment-là, elles repasseront nous voir une nouvelle fois. On va une nouvelle fois parler du Comic-Con avec Julien. Et alors cette fois-ci, sur quoi tu t'es attardé ? Eh bien sur les BD. Et tu vois, à chaque fois on fait des vers, c'est sympa. Ouais. C'est la deuxième partie, les séries, sur quoi tu t'es attardé, les BD. C'est génial, j'ai l'impression qu'on a le vif à l'intérieur de nous, ça fait plaisir. Ouais. Troisième et dernier sujet consacré à la Comic-Con, en tout cas pour ce qui me concerne. Et on va parler de BD franco-belge. Donc oui, je pique un petit peu là le sujet de prédilection de Davy. D'ailleurs, allez, générique de road strip. Et donc, dans ce road strip, nous avons un invité totalement exceptionnel, à savoir Davy Mourier. Bah dis donc. Et donc, tu sors ta BD, La Petite Mort. Donc voilà, tu vas nous en parler du coup. Ouais, alors je sors pas qu'une BD, je sors aussi un jeu vidéo. En fait, ouais, je sors une BD
qu'on peut dire genre cross-média. Ici à Japan Expo, la BD n'est pas encore sortie, donc je signe des faire-part de naissance de la petite mort. Voilà. Je peux dédicacer derrière. Et on donne des badges aux gens. Et ouais, le 4 septembre, il y a tout qui sort en même temps. Parce que c'est une BD qui est une nouvelle technologie en fait. C'est-à-dire que tu peux lire la BD, mais des fois il y a des petits logos. Et avec ton téléphone, il y a un logiciel que tu vas télécharger Delcourt. Et avec ton téléphone, tu pourras voir des vidéos où j'explique. Par exemple, dans cette page, j'ai voulu dire ça parce que dans mon enfance, c'est passé ça. Ou alors, tu cliqueras et ça t'enverra, téléchargera le jeu vidéo et tu pourras jouer au jeu vidéo de la petite mort. Ou voir un petit dessin animé de la petite mort. Ou voir la petite mort apparaître en 3D dans la BD. Voilà. Les prémices de la petite mort, c'était sur ton blog, Badstrip. Donc est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu le cheminement qui a mené à la sortie de la BD en album, en vrai? Ouais. C'est très compliqué, mais en gros, mon père a fait un infarctus en 2010. Et bon, il est pas mort, hein. Il est solide. Mais j'étais pas très bien. Pendant les 3 jours, on m'a dit à l'hôpital, on sait pas. Et donc j'ai dessiné la petite mort. Enfin voilà, je dessinais le personnage parce que je suis un mec joyeux, tu vois. Et puis au bout d'un moment, le personnage, quand mon père allait mieux, j'en ai fait un strip sur mon blog, un strip rigolo. Et c'est tout. À la base, la petite mort, ça devait être un strip. Et les gens ont vraiment kiffé. Et ils m'ont dit, ouais, faut en revoir d'autres et tout, machin. Alors j'ai fait un autre gag. Et un jour, j'ai vu un mec arriver avec un tatouage. Mais pas un tatouage qui s'enlève, un vrai tatouage de la petite mort. Et là, je me suis dit, ah putain, le personnage a peut-être du potentiel. Et donc, le personnage a vraiment évolué en 2-3 ans. Et je me suis dit, bon, bah, on va en faire une BD. Et j'ai trouvé personne pour faire la BD. Et par contre, Game Atelier et Docteur Lacave étaient partants pour faire le jeu vidéo. Donc on est parti sur le jeu vidéo, on a eu un CNC. C'est l'État qui a produit ce jeu. Truc de ouf. Et après, Delcourt m'a dit ok pour la BD. Mais d'abord le jeu vidéo c'est fait. Et ça parle de l'enfance, ça parle de la mort, ça parle de la vie surtout. En fait, la mort, le problème c'est que son taf, il est déjà prévu. C'est-à-dire qu'elle va grandir et plus tard elle va tuer des gens. Et en fait, elle voudrait être fleuriste. Et ça pose un problème, voilà. Et en gros, ça parle de ça, sur est-ce qu'on devient ce qu'on a envie d'être réellement. La convention a beau s'appeler Japan Expo Comic Con, on n'y trouve pas que du manga ou du comics. Chaque année, il y a aussi une belle présence de BD franco-belge. L'année dernière, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait une exposition sur Torgal. Cette année, c'est une autre série de Van Damme qui est à l'honneur, à savoir 13. Depuis ses débuts, il y a quasiment 30 ans, 13 s'est imposé comme un classique de la BD d'espionnage. On y suit l'enquête d'un amnésique que l'on accuse d'avoir assassiné le président des États-Unis, et on n'en dira pas plus pour ne pas spoiler. Plus particulièrement, ce sont les Mysteries, les albums one-shot consacrés aux personnages secondaires de la saga, qui faisaient l'objet d'une exposition. Une autre exposition était consacrée à World War X, une bande dessinée qui est un peu hybride au niveau du style. C'est une histoire de science-fiction, une histoire d'invasion extraterrestre. Le style, bien que très franco-belge, a aussi quelques éléments qui rappellent un petit peu la série BPRD, pour ceux qui connaissent, le spin-off d'Hellboy. Une série assez intéressante en 3 tomes, à suivre de près, je pense.
Toujours dans cet esprit d'hybrider les styles, d'abolir les frontières entre les différents genres de bande dessinée, il y avait bien évidemment un grand stand Ankama, et Ankama, comme chacun sait, c'est des mangas adaptés de leurs jeux, mais aussi des séries comme Freak Squill, qui sont vraiment à mi-chemin entre la BD franco-belge, le comics, le manga, tout un tas d'influences. En tout cas, voilà, Freak Squill, c'est génial, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Un autre projet très intéressant d'Ankama, c'est l'adaptation en bande dessinée des œuvres de Stéphane Voul, un des grands auteurs de science-fiction français. Donc voilà, c'était mon troisième et dernier sujet sur Comic-Con. Alors évidemment, on ne peut qu'effleurer tout ce qu'il y a, puisqu'évidemment c'est gigantesque. Et vous aurez remarqué qu'on n'a pas encore parlé de comics, mais ça tombe bien puisque l'équipe de Côté Comics va nous en parler dans le prochain sujet. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce qu'on vous a montré du samedi à Japex 2013. Juste avant de vous laisser une petite anecdote, en fait, aujourd'hui on a appris qu'il y avait Nomura Sensei, donc Cara Designer et tout ce que tu veux, FF et compagnie, qui a annoncé sur scène que ok, il était prêt à dédicacer des choses. Donc c'était juste la première fois. Et le truc c'est qu'on ne sait pas si ça sera la dernière ou pas, et que surtout nous on n'était pas au courant parce qu'on a des teams de live, on a du stuff, on a du staff, on a des gens avec des caméras qui sont là pour filmer dans tous les sens. Mais vu qu'on n'était pas au courant, on n'a pas pu faire ça. Donc moi j'ai pas pu le voir. Alors que j'avais même des items à faire signer, genre je veux dire Nomura Sensei. Bref, la prochaine fois on vous parlera du dimanche, peut-être pas moi parce que j'ai un petit peu le venin. Il fait chaud, j'ai chaud, mais ça va pas nous empêcher de vous diffuser un dernier truc. C'est tout de suite. Entre les stands de manga, de jeux vidéo et les défilés de cosplay, on pouvait trouver cette année non pas une, mais 2 maisons hantées. La première était proposée par le Manoir de Paris et la seconde par l'association Engi Café. Jeune association tournée vers le Japon, l'Engi Café a eu l'idée et l'envie de faire cette maison hantée en allant au Japon. C'est venu il y a 4 ans, lors d'un voyage au Japon, on a fait une maison hantée donc au Japon. Et en fait on a trouvé l'idée tellement géniale qu'on s'est dit que ça serait sympa de le faire découvrir aux fans du Japon français. Le thème de cette année, les yokai, ces monstres issus du folklore japonais. Les yokai font partie intégrante de la culture japonaise, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais par exemple dans beaucoup d'animés, Pokémon, Naruto, vraiment on a énormément de références à cette pop culture, donc c'est vrai qu'on a décidé de présenter les yokai pour ça, pour montrer que c'était quelque chose de vraiment intégré dans la culture japonaise. La maison fait son effet, le parcours est empreint d'une ambiance malsaine et fait souvent sursauter. Cependant, il faudra attendre 2 ans avant que l'association renouvelle l'expérience. Cette année, ça va être notre dernière année à la Japan Expo. On espère revenir, on va dire, dans 1 ou 2 ans, peut-être avec une nouvelle maison hantée et avec un nouveau concept. Le Manoir de Paris propose une expérience tout à fait différente. Ici, pas de monstres japonais, on est dans l'horreur européenne. De plus, ce n'est pas un stand d'amateurs, mais de professionnels. En fait, le Manoir de Paris, il existe à peu près depuis 2 ans maintenant. Et, nous avons célébré notre anniversaire en mai dernier. Le Manoir de Paris plonge le visiteur donc dans une ambiance très sombre et dérangeante et attire de plus en plus de monde. Les visiteurs, c'est en évolution constante. Disons que sur les 2 dernières années, on a dû faire à peu près 80 000 visiteurs. En espérant maintenant, grâce à la Comic-Con, encore augmenter. Au cours de la visite, le courageux aventurier croisera de nombreux monstres aux costumes et maquillages criants de réalisme et qui vont tout faire pour le terroriser. Bien entendu, ce qui est proposé ici était bien plus court que ce qu'il propose dans le Manoir de Paris, qui est installé depuis 2 ans dans le 10e arrondissement. Malgré tout, il y a de quoi se faire peur avec un parcours qui se termine dans les mains d'un médecin fou et de ses créatures issues de ses expériences. Et on veut offrir aussi une chance aux clients qui ne nous connaissent pas de tester un mini manoir, on va dire. Vous allez rentrer dans un laboratoire, vous allez voir le docteur
toutes ces expériences. 2 maisons hantées, 2 parcours à pied, 2 ambiances, 2 mondes différents, mais un seul but, faire peur et faire découvrir des choses.